Bonjour, c'est Nathalie Mung pour les questões de língua estrangeira du curso Sapiens de français. Nous allons commencer notre 10e leçon, 10e et dernière. Donc là, c'est vraiment les dernières dicas, si je puis dire comme ça, pour passer l'examen. Mais je suis sûre que ça va être très, très satisfaisant pour vous tous. Donc, ce qu'on va faire, comme on avait dit, on va corriger la Questões dissertativas de 2013, qu'on avait commencé à lire pendant la 9e leçon. Donc, je l'ai rédigé à la main pour vous montrer comment ça tient dans les 5 lignes. Et avant, on va faire juste une petite révision de l'écriture. Quelles sont les formes d'écriture en français pour que vous ayez moins de fautes d'orthographe. Donc, on va commencer avec ce document qui vous a été donné. Donc, en fait, au départ, c'était un guide de prononciation. Bon, c'est sûr que vous ne faites que rédiger, mais bon, ça peut être intéressant pour vous de savoir quand même comment on prononce les choses. Donc là, j'avais mis letras diferentes de portugais. Donc, toutes les lettres, en fait, elles sont pareilles, sauf le R, qu'on dit R en portugais. Mais à la base, c'est quasiment la même chose. Ce qui est différent, c'est le E. Donc là, j'ai mis un exemple. E, ça se prononce comme dans 2, le numéro 2. C'est un peu similaire à l'anglais the. C'est sûr qu'en portugais, vous n'avez pas ce son. Donc c'est vrai que pour vous, c'est difficile quelquefois à le faire. C'est ce qu'on dit en général, le E, qui va comme ça tout droit, E, et c'est le bico français. Ok, vous avez le H aussi, qui se prononce comme le mot d'ailleurs H. En espagnol, c'est H, donc c'est un peu similaire. Vous avez très peu de H en français, mais bon, la lettre en soi se dit H. Le J, imaginez que le J, il a un I, il a un point comme le I. Donc ça fait J, la prononciation, et vous l'avez dans joli, jeune, tout un tas de mots. C'est le contraire de J en anglais, DJ, et en français c'est J. Le U, imaginez que vous avez un briquet dans la main ou une allumette et vous dites U, et c'est comme une sorte de souffle. Donc si vous le dites bien, vous allez avoir le souffle qui va éteindre l'allumette, éteindre la flamme. Donc vous l'avez par exemple dans menu fondu. Et pour faire le OU, on le verra plus tard, il faut le O et le U. En allemand, quand vous avez le OU tréma, le OU umlaut, c'est le même U ici qu'en français. Mais c'est aussi un son que vous n'avez pas en portugais et qui est difficile pour vous. Après, vous avez le Q, imaginez qu'il va toujours avec le U. Donc effectivement on l'appelle Q, en portugais c'est que de queijo, musique, en général il est toujours dans ces mots avec Q-U-E à la fin. Le W, ce n'est pas comme en anglais le W, c'est un W, comme si c'était 2 V, effectivement ce sont 2 V qui sont ensemble quasiment, et vous l'avez dans très très peu de mots comme wagon. Le X, il se prononce X comme ça, et vous l'avez dans exemple, exemplaire, xylophone et tout ça. Le Y, imaginez-vous que c'est un I qui vient de la Grèce, donc en fait c'est un ancien I, qui était écrit Y, qui maintenant en général est écrit comme un I. En portugais, vous l'avez aussi, parachi, ça peut être écrit avec un I ou un Y. Et vous l'avez, par exemple, dans le mot comme Yves. Il est relativement rare aussi. Vous l'avez dans tous les verbes ennuyeux, ennuyer, voyager, tout ça. Après, vous avez le Z, qu'on prononce Z, comme dans zèbre. Celui-là aussi, il est très rare. Vous l'avez pour tous les verbes conjugués avec le vous. La plupart du temps, il se termine avec EZ à la fin. Ok ? Alors, on va descendre. Alors, le son des mots, en français, on n'a pas les paroxytonas, préparoxytonas, on a un système beaucoup plus simple, si je puis dire.
qui est les mots qui montent à la fin du mot. Attendez, je vais vous montrer ici. Donc les sons qui montent. Donc quand vous avez belle, le son monte à la fin. Michel, le son monte à la fin. C'est typique pour les E. En portugais, pour vous, c'est plus ou moins un A à la fin, mais ce n'est pas un vrai A, ce n'est pas bella, c'est belle. D'accord ? Le R aussi, il monte en général, tour, mur, et d'autres mots. Le L aussi monte, Michel, Raphaël, avec un tréma ici, Brésil. Okay. Le chic, le C monte, chic, choc. Vous avez peu de mots avec le C à la fin, bec. Et le F, comme dans neuf, le pont neuf, tout ça, ce sont des mots qui montent. Okay. Et après, tout ce qui ne se termine pas avec ces lettres, sauf exception bien sûr, elles descendent, le son descend. Donc par exemple, Patricia, robot, croissant, pont, beaucoup de mots qui se terminent avec S aussi, ce sont des mots dont l'accent tonique descend à la fin. Ok, on va prendre la page 2. Ok, donc vous allez avoir le E qui monte en français, le son monte, là c'est écrit en français, et ça correspond plus ou moins à un E circonflexe en portugais. Donc, pâté, bébé, café. En portugais, ce serait café, bébé, pâté, en fait, on dit pareil. Et le E qui descend, ici, ça correspond à peu près à un E brésilien, ici. Et donc, vous avez père, mère, frère, tout ça. Et le E circonflexe, c'est en général un S qui existait et qu'on a enlevé. Donc, par exemple, fête, en portugais, c'est festa. En anglais, même, c'est feast. Donc, tout ça, ça vient du latin. Être, estar. Donc, le S a été retiré, a été remplacé par un circonflexe. Forêt, floresta. Et vous avez hôpital, qui en portugais, je n'arrive pas à écrire ici, c'est pas grave, hôpital, et île, qui en anglais c'est island, mais qu'on écrit avec un S. Donc ça peut marcher aussi pour d'autres voyelles que le E, mais en général c'est le E. Ce n'est pas une règle à 100%, comme tout en français, parce qu'effectivement, quelquefois, il peut y avoir un circonflexe où il n'y a pas eu un retirage, si je puis dire, du S. Pourquoi est-ce que le français n'a pas des règles qui sont à 100% comme, disons, l'allemand ? C'est que tout est une question de sonorité. Donc, si c'est plus joli d'entendre un autre son, on change la règle, en quelque sorte. Ok. Donc maintenant, on va faire les options de son avec différentes voyelles. Donc le E, qui est le biquinho français, comme on dit, vous pouvez le faire aussi avec EU. Donc par exemple, le numéro 2, monsieur. Là, monsieur, on ne dit pas le R à la fin, c'est une exception, bien sûr. On ne dit pas non plus monsieur, c'est une habitude, en fait, on le prononce monsieur. Et... vous avez d'autres mots avec E, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Alors, quand vous faites le A plus le I, ça correspond au E qui tombe. Donc, français, imparfait, faisait, c'est le AI. Juste pour revenir au E, imaginez que vous êtes sur une échelle. Donc, quand vous montez le son, l'accent monte. Et quand vous descendez d'une marche, le son descend. Donc, quand vous écrivez, vous devez essayer de parler dans votre tête et de dire « Ah, comment est-ce que je dis café en français ? Ah, je monte la tête, je monte mon escalier. » Donc, l'accent va monter. Imaginez-vous toujours une flèche qui monte et une flèche qui descend. Donc, si le son monte, l'accent montera aussi.
Si le son descend, l'accent descendra. Et vous savez que vous avez des mots comme élève qui peuvent avoir... Non, pardon, excusez-moi. Élève, où vous avez les trois options. Vous avez le E qui monte, enfin l'accent aigu, l'accent grave et sans accent à la fin. Hein, vous pouvez avoir 3 fois un accent. Hein, préféré, il a préféré. Vous avez 3 fois des accents. En portugais, c'est impossible. Hein. En général, ça choque les élèves hein, d'avoir tant d'accents, mais en français, c'est tout à fait possible. Hein. Et vous devez toujours aussi compter que, par exemple, si vous avez le mot René, par exemple, hein, le premier est accentué, et si c'est une femme, vous rajoutez un E. Donc celui-là, c'est du féminin, ça serait par exemple hein, René, hein, ça n'existe pas en portugais, et le premier, c'est du mot en soi. Hein. Et par exemple, si vous avez préféré, hein, elles sont les préférées de Madame X. Hein. Donc là, vous pouvez avoir un E du féminin et le premier qui est du participe passé. Hein. Donc cette option est possible et vous avez aussi la possibilité d'avoir un S hein, si c'est au pluriel. D'accord ? Mais attention, hein, si je dis j'ai préféré, c'est le passé composé avec avoir. Donc là, vous n'aurez pas cette option de E et S. Hein. Là, je parle seulement dans la voix passive hein, ou avec le verbe être. Okay ? Donc ici, vous avez est. Hein, ici, vous avez est hein, qui est moins prononcé. Tour et fel. Hein. Là, vous voyez qu'en fait, il est plus prononcé comme et. Mais ça, peu importe la prononciation, hein, mais c'est un et aussi. Hein. La peine, hein, là, il est un peu plus ouvert. J'ai de la peine, ou ça vaut la peine. Hein, c'est EI aussi. Okay. Vous avez, enfin bon, vous avez plein de mots. Hein. Alors, O plus I, ça fait wa. Hein, c'est quelque chose de relativement évident. Foie gras. Hein. Alors, après, vous avez O-U-I qui est oui. Hein, là, vous avez quasiment que oui comme son. Enfin, vous avez Louis aussi. Hein, le nom, bon, vous avez d'autres choses aussi. Enfin, foie gras, c'est un peu polémique, mais je l'ai mis quand même. Oui, hein, donc lui, 8. Ok. Hein, donc U. Hein, U plus I, oui. Ok. Après, vous avez aïe et aïe qui ont exactement le même son. Ça, c'est féminin, ça, c'est masculin. Le travail. Je n'ai pas mis de féminin. Qu'il faille. Hein, ça, c'est un subjonctif. Hein. Il faut qu'il faille faire ça. Hein. Après, ion. Hein, ça, c'est relativement évident. Lion. Okay. Après, vous avez 3 options de faire le O, hein, donc le O simple, AU ou EAU. Hein, vous l'avez par exemple dans pomme, hein, ça c'est le O normal, chauffeur, eau de toilette. Okay. Vous avez château, hein, vous avez au revoir avec AU, hein, donc vous avez 3 options de faire le O. Donc par exemple, quand vous ne savez pas écrire un mot, hein, par exemple avec un O, vous essayez avec le O, le OAU, le OEAU et vous voyez ce que vous pensez qui est le meilleur. Hein. Après, OU, c'est le son du U brésilien. Hein, donc, ou brasileiro. Hein. Donc, bonjour, abat-jour, retour, hein, tout ça. OK. Après, vous avez E, O-E-U. Hein, et en fait, en français, vous collez le E avec le O. Vous n'avez que 6 mots. Attendez. Ici. Hein. Donc, vous avez le mot sœur, S. Hein, excusez-moi, j'enlève ça. Hein, donc, vous avez le mot sœur, cœur, œuf, hors d'œuvre. Hein. Bon, là, j'ai mis hors d'œuvre, mais vous avez œuvre aussi, une œuvre d'art, hein, comme
Oui, une œuvre d'art, hein, spécialement, ou hors d'œuvre qui est une entrée. Hein. Œuvre, en fait, c'est pas obra dans ce cas-là. Pour obra en français, ça serait chantier, hein, quand vous avez des travaux, hein, ou travaux. Bœuf et nœud. Hein. Et donc, en France, et si vous l'écrivez, vous êtes obligé de coller le E avec le O. Hein. Là, je n'ai pas cherché sur mon clavier, on ne pouvait pas le faire. Hein. Après œil, en fait, vous avez que ce mot, œil, hein, qui est l'œil, hein, un œil quand il est au singulier. Ok, bon, c'est pas un très bel œil. Après, vous avez œil, hein, le même son, hein, vous voyez que ces deux-là, c'est le même son. Où vous avez œil masculin et œil féminin, écureuil et feuille. Ok. Hein, donc ça, c'est le même son quasiment. Voilà. Ok. Alors, on va prendre la page 3. Ah, pardon. Ah oui, non, excusez-moi. Alors, en. Là, vous avez 4 façons de faire en. Hein, en fait, c'est quasiment que 2, parce que en, AN et AM, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc, vous avez flanc, hein, ou bon, d'autres mots avec en. Hein. AM, hein, on met le M devant le M, MIPB, hein, comme en portugais. Hein, donc ambulance, ampoule, par exemple. Hein. Là, un pan, hein, on peut dire aussi PAN. EN, lent, EN, hein, et c'est exactement le même son. Hein. Et emporter, qui est leva junto. Hein. Et par exemple, quand vous avez le mot enfant, vous avez les 2 sons de en, hein, et ça se prononce exactement pareil. Hein. Et vous avez une fois EN, une fois AN. Hein. Et en portugais, vous pensez à infância, hein, donc vous savez qu'ici c'est un A. Infant en anglais, hein, là vous savez que c'est un A, et là c'est un E, on ne sait pas pourquoi. Alors après, vous avez le son de O, hein, je dis toujours le O, c'est un son où on ferme le D, hein, on, pont neuf et pompon. Hein, donc là, le M devant le P, hein. Et il y a une exception parce qu'en fait on dit bonbon qui est devant le B, mais on ne met pas le M ici. Hein, d'accord. Après vous avez un, hein, donc là aussi vous avez tout ça qui sont des sons de un. Hein. Alors le 1, il sort de la bouche ici, hein, vous ouvrez bien la bouche, c'est un. Le en, vous le sentez du cou ici. Hein. Si vous mettez votre main ici, vous allez sentir trembler les cordes vocales. Et le O, il sort du nez. Hein. Donc 1, c'est le son du vin, hein, vigno. On revient ici. 1, peinture, ok, E-I-N. A-I-N, c'est pain, exactement le même son. Impossible, international, 20. Et un UN, c'est aussi une façon de mettre de faire un 1. Hein, 1, numéro 1, d'accord? Donc là aussi, si vous avez un doute, hein, essayez de vous souvenir des options du 1 et après vous choisissez l'option qui vous semble la plus logique. Hein. Vous savez que quand vous avez un doute, hein, par exemple, est-ce que ça s'écrit pain ou pain? Hein, en fait, ici, les 2 options sont possibles parce que le pain ici, c'est pigno et le pain ici, c'est porc. Hein. Hein, mais en général, quand vous écrivez sur votre brouillon le mot, le premier mot que vous écrivez comme ça, automatiquement, en général, c'est le juste. Hein. Si par exemple, vous avez un doute sur 20 et 20, bon, là aussi, en fait, les 2 existent, mais hein, en fonction de ce que vous écrivez, vous allez voir si c'est vin le vigno ou vin en vin, hein, in vain. Hein. Ok, après vous avez IEN hein, qui fait ien, hein, donc là c'est un peu mouillé en fait, en quelque sorte.
Donc ici, bien. OK. Le T-I-O-N, c'est le T-I-O-N de l'anglais, enfin en fait qui vient du grec, où là ça vous fait sion. En portugais ça a été remplacé par são. Donc tout ce que vous avez avec éducation, révolution, ça devient sion en français. Quelquefois ça a été remplacé par sion avec un S. Mais en général, c'est comme l'anglais, c'est comme le grec, c'est avec T-I-O-N. OK? Alors, après, vous avez le Q-U. Bon, en général, le Q, il va toujours avec le U. Donc, musique, pratique, tout ça. Le JO. Vous êtes obligé de mettre un E devant le O parce que sinon, ça fait go. Donc, par exemple, si vous écrivez gorge, la gorge, c'est le au pescoço. Ici, Georges, pigeon, voyageons. Nous voyageons, vous vous souvenez, on avait vu ça pour les verbes du premier groupe. Donc, vous devez mettre un E pour ne pas faire go. Et là, Georges, en anglais, c'est George aussi, qui s'écrit exactement pareil. OK? Alors, pareil, ici, pour faire guerre et pas gère, par exemple, la gestion, vous écrivez ça comme ça. Et là, la guerre, vous devez mettre un U pour faire le son du gueux. Guerre, guépard. OK? Et après, ouin, point, loin. Donc, vous avez ce son de ouin. Bon, là, c'est un peu logique. Vous avez IN qui est 1 et vous mettez un O devant, ça fait ouin, bien sûr. OK, donc je crois que c'est la dernière page. Non, l'avant-dernière. 4. OK, alors maintenant vous allez avoir un mélange de deux consonnes. Donc on a vu d'abord deux voyelles, après voyelle plus consonne. Maintenant consonne plus consonne. Alors faites très attention. En français, effectivement, on double la consonne fréquemment, beaucoup plus fréquemment qu'en portugais. Mais dans le doute, ne doublez pas, parce que les Brésiliens ont tendance à toujours doubler, pensant qu'en français, on double tout. On fait deux consonnes, mais non, c'est seulement dans certains cas, d'accord? Et en général, quand on double la consonne, ça donne une petite accélération au mot. Par exemple, ça c'est typique avec baguette. Vous dites pas baguette, vous dites baguette. Donc il y a une petite accélération avec le 2T, enfin le doublement des consonnes, d'accord? Alors ici vous avez deux L, donc vous avez deux options. Soit le 2L exactement le même son qu'un L seulement, ville, belle, ou alors quand il est dupliqué, ça fait le son de Y, famille, fille, réveillon, que vous connaissez bien, maquillage, et j'en passe, d'accord? Taille, tout ça. OK, donc là, R, 2R, terre, une petite accélération sur le R, et en portugais c'est la même chose, terra avec deux R, OK? 2M, pomme de terre, donc là il y a une petite accélération ici dans le son du M par rapport à pomme. 2S pour faire le son de S, poisson, si vous mettez un S seulement, ça devient poison, donc là le S a le son de Z, entre deux voyelles, ça c'est un peu la même règle qu'en portugais. Après vous avez GN, champagne, donc là c'est un peu le NH du portugais. Je pense à gnocchi, mais bon, c'est pas vraiment brésilien comme mot. OK, donc gneu, d'accord. Le T accompagné du H, ça ne change absolument rien au T, ça devient un T normal, théâtre. Ce
ce n'est pas comme... Il n'y a pas de circonflexe ici. Théâtre. Hein. C'est une erreur de frappe. Hein. Théâtre, ce n'est pas comme en anglais, vous dites le theatre. Okay. Alors, le PH, hein, c'est le même son que le F, hein, sauf que c'est un son qui vient du grec. Hein, Philippe, philosophie, hein, tout ça avec PH, d'accord? Le CH, ça devient Chanel, hein, che, bon, c'est relativement évident. Hein, architecte. Mais attention, parce que vous avez le CH qui peut devenir un K, hein, ça vient du grec aussi. Psychologie, archéologie. Hein, là, le CH est prononcé comme un K. Hein, mais au niveau de l'écrit, ça ne vous changera rien. Ok, après vous avez ces petits mots, hein, ils continuent là sur l'autre page. Hein, les, là vous n'avez pas d'accent, vous le savez déjà. Hein, les, des, ces, hein, et après les autres qu'on va voir après. Sur ces mots courts, vous n'avez pas besoin d'accent. Hein, d'accord, donc les, et c'est quand même prononcé et. Donc on va faire la dernière page où vous avez le reste. Hein. Alors, le E devant, je crois qu'on a oublié, il y avait mais, T et C. Hein. Ça, ce sont les pronoms personnels, pardon, les adjectifs personnels. Hein. Mais TC, donc pas besoin d'accent. Alors, ici, c'est une règle importante. Hein. Quand vous avez E devant deux S, devant deux R, hein, devant deux consonnes en général, hein, ou devant un X, hein, devant un L, j'aurais dû mettre ça ici, hein, vous n'avez pas besoin d'accent. Donc là, même si vous dites « Ah, ça s'appelle caresse hein, », donc ça devrait être l'accent grave, en fait, vous n'en mettez pas à cause des deux S. Hein, donc c'est bien, vous n'avez pas à penser. Il y a deux S, donc ça se prononcera hein, comme ça se prononcera dans le mot. Hein. Terre, belle. Hein, là, vous voyez que ce sont tous des sons de « est hein, ». Ça serait un accent grave. Ok. Là, il y a une faute de frappe aussi. Pardon. Hein, c'est exemple. Hein, donc là, vous n'avez pas besoin non plus, devant le X, de mettre d'accent. Hein. Et il y avait aussi cela. Hein, donc, si vous avez un mot comme ça qui se termine avec ET, qui se termine avec EZ, ou qui se termine avec ER, vous n'avez pas besoin d'accent. Je vais vous donner des exemples. Bidet, balai. Hein, donc là, vous ne mettez pas d'accent. Ici, EZ, ce sont en général tous les verbes, plus quelques mots. Hein, par exemple, voulez. Vous ne mettez pas d'accent. Et ici, en général, ce sont tous les verbes en ER hein, du premier groupe, hein, ou par exemple des mots comme boulanger. Ok. Là, pareil, vous ne mettez pas d'accent. Hein, et en fait, ici aussi, on aurait pu rajouter et le E devant un S, hein, donc devant un X ou devant un S. Par exemple, une espèce. Vous mettez l'accent ici, hein, mais vous ne mettez pas l'accent devant le E. Hein, donc en fait, c'est E devant deux S ou devant un S seulement. D'accord? Ok, donc j'espère que ça va vous aider hein, au niveau de l'orthographe, hein, bon, et de la prononciation par la suite quand vous parlerez le français. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va corriger les questions dissertatives de l'épreuve de 2013, hein, qu'on avait commencé à la 9e leçon. Donc là, on va changer de page ici. D'accord, hein, donc je reprends la première page hein, pour que vous vous souveniez. Ici,
Donc, le texte était sur la puissance au XXIe siècle, vous vous souvenez. Donc, c'était de Michel Tournier, le texte. Et donc, la première chose que vous faites, vous vous souvenez, vous lisez les questions quand vous avez un test. Donc là, on avait les questions. Là, je les ai répondues. Mais donc, d'abord, donc la première chose, vous vous souvenez, vous lisez les questions. Après, vous lisez le texte et vous essayez de voir dans le texte comment vous allez répondre aux questions. Donc, déjà, vous vous concentrez mieux dans le texte par rapport aux questions à répondre. Et après, donc, vous corrigez les questions. Alors... Attendez. Ce que je vais peut-être faire, juste avant de vous montrer ça, je vais vous rappeler, on l'avait déjà fait plusieurs fois, mais je vais vous rappeler, avant le jour de l'examen, on l'a vu plusieurs fois, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça, vous vous souvenez? Donc, qu'est-ce que vous mettez à gauche? La finition des verbes du premier groupe. La finition du verbe des premiers groupes, c'est E, ES, E. OK? S, S, T. Pour les verbes qui se terminent en IR, RE, OIR. Ici, c'est pour les verbes qui se terminent en ER. D'accord? Verbes du premier groupe. Et pour tous les verbes, vous allez terminer avec ON, EZ, ENT. OK? Et vous vous souvenez que pour l'imparfait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter un AI devant, seulement avec ces finitions du deuxième, troisième groupe. OK? Et ici, donc ça, en fait, vous le faites d'une autre couleur éventuellement. I et AI. OK? Vous allez vous souvenir de ne pas faire d'erreur avec le et le est. OK? Et bon, le E, que vous accentuez pas. Et la troisième chose, vous faites la petite maison, rapidement, juste comme ça pour vous souvenir. Donc vous êtes en train d'écrire et vous ne vous souvenez pas si c'est je me suis tenu ou j'ai tenu. En fait, les deux existent. Je me suis tenu, c'est ici, dans le toi. C'est un verbe pronominal. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et les autres verbes, vous vous souvenez, c'est je suis né, je suis mort, je suis resté, je suis descendu, je suis monté, je suis tombé, la porte, je suis entré, je suis rentré, je suis sorti, je suis allé chez la voisine, je suis arrivé chez la voisine, je suis retourné chez moi. Ici, c'est je suis parti, je suis reparti, je suis passé, je suis repassé, je suis venu, je suis revenu, là c'est tous les re, et je suis devenu. D'accord? Et ici, tous les verbes pronominaux. Donc ça, le jour de l'examen, vous avez le droit à un brouillon, un brouillon, apportez avec vous le Papier-Soufitch et notez ça sur votre papier. Comme ça, quand vous écrivez, au moindre doute, vous dites « Ah non, je dis quelque chose avec « il ». Donc, mon verbe va se terminer avec « e » ou avec « AIT » ou avec « t » seulement, dépendamment si je suis au présent ou l'imparfait. Tous les verbes du passé composé, je sais que c'est « j'ai mangé »,« j'ai vu »,« nous allons voir », tout ça. Et vous aurez les verbes du passé composé avec le verbe « être ». Ici, passé composé. Et quand vous écrivez « bidet », comment est-ce que j'écris? Est-ce que je mets un accent ou pas? Non, parce qu'il y a le T derrière. Et vous essayez de vous souvenir de ça, parce que c'est là où vous allez faire des erreurs. Donc, pour ne pas perdre des petits points idiots, souvenez-vous de ça. D'accord?
Alors, on va revenir au test. Hein. Alors, ici, on demande quelles sont les raisons qui amènent Thierry de Montbrial à distinguer pouvoir et puissance. Hein. Alors là, j'ai mis que j'ai trouvé moi, parce que c'est important que vous cherchiez vraiment la réponse dans le texte. J'ai trouvé la réponse à la ligne 2, 3, dans le paragraphe 1, 2. Bon, ça, je l'ai mis pour moi, pour vous. Mais vous-même, quand vous cherchez la réponse, essayez de bien voir, est-ce que j'ai vraiment bien trouvé la réponse? Parce que si vous répondez par rapport à quelque chose ici qui n'a rien à voir, vous allez perdre vos points, bien sûr. Alors là, j'ai 5 lignes, donc ça veut dire que c'est un minimum de 3 et un maximum de 5. Donc là, j'ai réussi à faire 4. Donc j'ai répondu la puissance est un des concepts les plus utilisés dans la littérature, mais il est confus, car on a du mal à définir la différence entre puissance et pouvoir. Excusez-moi, donc là, je n'ai pas mis mon point, c'est important. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, donc là, si je cherche la réponse, je la trouve ici, ligne 2, 3. 2 et 3. Attendez. Ah non, en fait, c'est parce que il faut reprendre la première page. Donc ici, 1, 2, 3. Il importe de distinguer entre pouvoir et puissance. J'appelle pouvoir d'une unité active la capacité de mobiliser ses ressources. La notion de puissance concerne le passage du virtuel au réel, c'est-à-dire le passage à l'acte, à la fois discontinuité et choix. Pour être franche avec vous, ça fait un certain temps que j'ai déjà répondu à la question. Mais donc, de toute façon, vous retrouvez les réponses exactement dans le texte, sauf qu'après, vous devez le formuler avec vos mots à vous, sans reprendre les mots du texte, pour bien montrer que vous avez le vocabulaire et que vous savez écrire avec la bonne orthographe. Donc, ici, on va reprendre. Donc après, quand vous vérifiez, alors j'ai apporté quelque chose un peu idiot, mais à la fin, quand vous avez fini, bon déjà, il faut que vous vous organisiez, ça je l'avais déjà dit, vous prenez votre montre, vous avez 2 heures pour faire ça, donc vous allez mettre, disons, 40 minutes à lire les questions et le texte, bon ça dépend de vous, mais enfin essayez d'avoir une lecture relativement rapide. Et après, en fonction du temps qui vous reste, donc vous avez 120 minutes. Donc vous avez 120 minutes. Admettons que vous ayez mis 40 minutes à lire les questions et le texte. Donc il vous restera 40 minutes. Non, quelque chose qui cloche. 100 minutes, attendez, excusez-moi. 100 moins 20, ça fait 80, oui, il vous restera 80 minutes. 80 minutes, c'est 1h20. Pour répondre, mais sur les 1h20 qui vous restera, vous devez garder minimum 5 minutes à 10 minutes de relecture. Je dirais même 10 minutes, c'est mieux. Et quand vous allez vous relire, donc prenez votre montre, vous n'avez pas le droit au portable évidemment, donc ça vous n'avez pas le droit de le prendre, c'est normal. Donc maîtrisez bien votre temps. Alors, au début, ce que vous pouvez faire, c'est écrire au crayon et après passer
au stylo par-dessus ce que vous avez écrit. Le mieux, ça serait d'écrire au stylo directement. Hein. Ça, vous avez dû essayer de faire vous-même le test. Hein. Et alors, si vous écrivez au stylo et que vous faites une erreur, là par exemple, vous voyez concept, j'avais mis avec un M, donc j'ai rajouté un C par-dessus. Hein, mais au pire, ce que vous faites, c'est que vous rayez. Bon, là, forcément, ça sera plus propre, hein, parce que vous aurez un meilleur stylo. Et vous écrivez ici, je ne sais pas, la totalité, hein, par-dessus. Hein. Ne faites pas ça, d'accord, hein, faites juste un trait bien propre. Et vous avez le droit de faire une erreur et de rajouter par-dessus. Hein. Donc là, on va l'enlever. OK. Hein. Donc après, hein, bon, là, je vais le faire au fur et à mesure parce que, au lieu de revenir tout le temps sur le texte. Hein. Donc à la fin, hein, ça je vais juste montrer pour que vous imaginiez meilleur. Hein, quand vous avez répondu les 10 questions, vous imaginez que vous faites une relecture de grammaire. Donc grammaire, ça veut dire tous les verbes, tous les accords singuliers, masculins, féminins et pluriels. Et le troisième pour voir si le sens est bon. Donc imaginez que vous allez passer un sablier à voir tout ce qui est orthographe, non, tout ce qui est grammaire d'abord, grammaire, après orthographe, et après le sens. Hein. D'ailleurs, ça, on peut reprendre. Bon, c'est pas grave. Après, on le reprendra. Hein. Attendez, ici. Bon, j'arrive pas à retrouver, mais c'est pas grave. Hein. Donc, imaginez-vous qu'il faut vraiment prendre un temps pour corriger. Hein. Dans la correction, vous allez retrouver plein de petites fautes d'accent, de concordance de verbes et des choses comme ça. D'accord ? Donc, on reprend là la page 3. Hein ? Donc, quand vous relisez hein, la puissance, hein, comme c'est féminin, il doit y avoir un E à la fin. EST, bon là, vous ne pouvez pas prendre votre petite ESE, hein, parce que c'est un verbe auxiliaire. Un, des concepts. Des, c'est pluriel, concept, c'est pluriel. Hein. Les plus utilisés. Hein, donc, les, c'est pluriel, plus utilisé. Donc, utilisé, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Donc là, vous mettez le S. Hein. Si vous dites j'ai utilisé, nous avons utilisé, vous n'auriez pas de S. Mais là, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Hein. Dans la littérature, donc là, vous montez le son, il y a un accent. Bon, on le voit mal, mais il existe. Hein. Dans la littérature, virgule, mais il est confus car on a du mal à, alors à, attention, il y a un accent parce que ce n'est pas un verbe, définir, hein, on dit bien définir, l'accent monte, accent aigu, la différence entre puissance et pouvoir. Hein, la puissance et pouvoir, c'est dans le terme général, donc on n'est pas obligé de dire entre la puissance et le pouvoir. Hein, là, c'est le concept puissance, on peut le mettre sans article devant, hein, mais c'est rare, effectivement. Hein. Ok, donc là, c'est la question 11. On va prendre la question 12. Hein. Alors, ici, cette organisation peut-elle même s'analyser comme une unité active et ainsi de suite, comme des poupées gigognes. Paragraphe 2. Expliquez dans ce texte l'expression de poupée gigogne. Hein. Donc là, il faut revenir au texte, hein, au paragraphe 2. Hein, là, c'est déjà écrit. Et par rapport à ce qu'il y a écrit dans le texte, hein, on a répondu l'organisation. Là, vous pouvez mieux mettre ensemble. Là. Hein, l'organisation d'un État
Là, il y a une faute, hein, déjà, je vois. C'est est, hein, parce que le sujet, c'est présent. L'organisation d'un État est le gouvernement. Attendez, je vais regarder dans mon papier. Est le gouvernement dont diriger beaucoup d'éléments. Ah non, c'est doit, c'est pour ça que je voyais mal. Doit diriger beaucoup d'éléments de la société qui s'imbriquent les uns dans les autres. Hein. Donc, s'imbriquer, hein, c'est une cachade en quelque sorte. Hein. Donc, les poupées russes, hein, vous savez qu'elles s'embriquent l'un dans l'autre. Hein. Donc là, l'idée, c'était de comparer les différents éléments de la société qui s'imbriquent, hein, qui se imbriquent les uns comme les autres, comme des poupées russes, hein, gigognes, hein, ou gigognes, hein, parce qu'on les appelle les poupées russes, parce qu'il y a toute une légende sur les poupées russes, hein, mais on peut les appeler aussi poupées gigognes. Hein. Chaque travail est dépendant l'un de l'autre. Hein. Ok, donc là, vous voyez, il y avait une faute d'orthographe, parce qu'effectivement, l'organisation d'un État, c'est singulier. Donc, si c'est singulier, c'est le verbe être ou à la troisième personne du singulier, est. Hein, est le gouvernement, hein, ou est représenté par le gouvernement, hein, et il doit, elle doit, hein, l'organisation doit diriger beaucoup d'éléments. Là, on le voit mal, mais il y a deux accents. D'éléments. Hein, d'éléments de la société, hein, et accent, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Hein. Là, il y a une deuxième faute. Qui s'imbriquent, N. Parce que c'est quoi le sujet de s'imbriquer, hein? Ce sont les éléments, donc pluriel, de la société qui s'imbriquent, ENT, les uns dans les autres. Hein? Comme des poupées russes ou gigognes. Hein? Donc des poupées, pluriel, 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 pluriel. Hein? Donc toujours quand vous relisez là, hein, enfin, imaginez que hein, le temps passe et vous devez prendre le temps de vérifier les fautes. Hein. L'organisation singulier d'un État, enfin l'organisation singulier est, hein, donc singulier, singulier, troisième personne du singulier, est le gouvernement hein, qui doit, et qui doit, hein, là il y a une faute, qui doit diriger beaucoup d'éléments de la société. Hein. Les éléments de la société s'imbriquent, ENT, donc c'est les éléments du sujet, les uns dans les autres, comme des poupées russes. Hein, donc là, on revient aux poupées russes, poupées gigognes, hein, qui ont été, on a demandé hein, ce que c'était, ou gigognes. Chaque travail est dépendant l'un de l'autre. Hein, ou chaque travail dépend l'un de l'autre, les deux étaient justes. Hein. Alors ici, est-ce qu'on a bien répondu à la question, hein? Cette organisation peut-elle même s'analyser comme une unité active, et ainsi de suite, comme des poupées gigognes, hein? Expliquer les poupées gigognes. Hein? Donc là, en fait, on ne vous demandait pas vraiment d'expliquer l'économie, hein? On vous demandait d'expliquer ce terme poupée gigogne. Hein? Donc poupée gigogne, ça fait allusion aux poupées qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc là, qu'est-ce qui s'imbrique les unes dans les autres dans une société, dans une organisation? Ce sont tous les éléments de la société hein, que le gouvernement dirige. D'accord?
Donc là, on a bien répondu à la question. Hein, d'accord? Hein. Avant votre examen, hein, faites bien à l'écrit, à la main, hein, les réponses, hein, pour doser, hein, les 4-5 lignes, enfin les 3-5 lignes, et pour savoir si vous allez écrire directement au propre ou au brouillon. Je pense que vous n'avez pas le temps d'écrire au brouillon, au papier. Hein. Si vous avez vraiment un doute, hein, écrivez au papier. Et après, il faut laisser bien sécher l'encre, hein, quand vous écrivez à l'encre par-dessus, enfin à l'encre au stylo bic, pour pas qu'après, quand vous effaciez, ça devienne tout borade, hein, tout dégueulasse. Ok, donc on va reprendre maintenant ici la question 13. Oui, c'est ça, la question 13. Hein. Alors, la question 13, c'est d'après la définition de Thierry de Montbrial, l'ONU constitue-t-elle une puissance? Hein? Donc, on vous demande sur l'ONU, hein, et on demande d'après la définition de Montbrial, hein? Pas de vous. Donc, c'est la position de l'auteur. Hein? Donc là, vous pouvez, hein, écrire en entier l'Organisation des Nations Unies, hein, comme ça vous évite de répéter ONU. Hein, on a trouvé la réponse dans le deuxième paragraphe. L'Organisation des Nations Unies constitue une puissance car elle dirige l'unité active. Elle passe à l'acte pour prendre des décisions. Elle a un pouvoir sur le monde. Hein, donc là, vous avez répondu. Hein, donc, si elle constitue une puissance ou pas. Là, vous affirmez qu'effectivement, elle constitue une puissance. Pourquoi est-ce qu'elle constitue une puissance? Hein? Bon, là, c'était difficile d'écrire ça avec vos mots. Hein. Donc, on a gardé hein, constitue une puissance ici, la même chose que dans la question. Pourquoi? Hein? Car c'est plus joli que parce que, hein, essayez d'éviter parce que c'est plus familier, car elle dirige l'unité active, point. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à l'acte pour prendre des décisions, point. Elle a un pouvoir sur le monde. Hein, donc, ce pouvoir, c'est cette puissance qu'elle a sur le monde. Hein. Là, c'est bien parce que c'est 3 phrases plus courtes. Les autres réponses, c'était des réponses avec des phrases relativement longues, mais comme les phrases étaient bien constituées, ça pouvait passer. Hein. Mais là, c'est parfait. Hein. Si vous pouvez avoir 3 phrases sur 4 lignes, c'est parfait. D'accord? Alors, ici, la question 14. Hein. Redéfinissez avec vos propres mots, hein, donc vos, c'est vous qui allez parler cette fois-ci, hein, la notion de ressources humaines, telle que l'entend Thierry de Montbrial. Alors, hein, donc vous allez dire avec vos propres mots ce que c'est que la ressource humaine, hein, donc là vous allez le dire. Alors, vous vous basez sur les informations du paragraphe 5. Hein. À chaque question, vous devez retourner dans le texte, hein, pour retrouver où vous avez vu la réponse, hein, ou le sujet. Et donc, les ressources humaines signifient la possibilité de convaincre à ce que les autres fassent. Hein, donc là, vous utilisez un subjonctif, ce que vous leur demandez de faire. Il y a toujours la notion de leader et de psychologie et de sociologie. Alors là, vous voyez tout de suite et, hein, là, il ne fallait pas le et. Alors, hein, alors maintenant, on va relire, hein, faire la relecture. Alors, les ressources humaines, pluriel, 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 signifie, hein, pluriel, le verbe au pluriel, IENT. Hein,
la possibilité, accent, très bien, de convaincre à ce que les autres, à accent parce que c'est la préposition, c'est pas le verbe, hein, à ce que les autres fassent ce que vous leur demandez de faire. Il y a toujours la notion de leader, virgule, hein, donc là vous mettez une virgule, de psychologie et de sociologie. Là, vous pouvez éventuellement terminer en disant « dans ce concept ». Hein, parce que là, en fait, si vous dites « il y a toujours la notion de leader, de psychologie et de sociologie », on va vous demander où. Hein. En portugais, ce serait évident, mais en français, c'est bien d'être plus clair. Hein, dans ce concept. Hein, et là, vous aviez la place, parce que vous n'aviez pas fini la 5e ligne, donc c'est bon. Hein, d'accord. Donc ça, c'est votre opinion sur les ressources humaines, forcément basée par rapport au livre, par rapport au texte. Question 15. Alors, dans quel domaine le Brésil peut-il, selon vous, à nouveau c'est vous qui allez répondre, hein, accroître son rayonnement, hein? Donc là, on n'a pas du tout parlé du Brésil dans le texte. Hein, mais vous allez donner votre opinion personnelle, hein, étant donné que vous êtes brésilien, hein, sur l'accroissement du rayonnement de votre pays. Forcément, aussi, c'est basé sur ce qui a été dit dans le texte. Hein. Alors là, vous pouvez montrer que vous avez bien compris la question. Hein. Je, hein, vous utilisez vous, hein, le je. Je pense que le Brésil pourrait, hein, il pense, hein, donc c'est bien vous qui pensez, pourrait, hein, donc ça c'est un conditionnel, augmenter sa capacité de productivité et de technicité pour améliorer sa position dans le monde. Hein. Donc là, votre point de vue, c'est augmenter la capacité de productivité et de technicité. Hein. Technicité, ça n'existe pas, c'est technologie. Ok. Donc là, c'était une faute de vocabulaire. Hein, au niveau de la relecture, je, ça va avec E. Hein, le Brésil, hein, il y a bien eu l'accent, très bien. Pourrait a été, hein, conditionnel. Le conditionnel a les mêmes finitions que l'imparfait. Augmenter ER, infinitif, hein, pourrait augmenter. Sa capacité, ça, hein, donc c'est bien S, hein, c'est adjectif possessif, de productivité et de technologie pour, après la préposition pour, vous avez toujours l'infinitif, hein, donc ER ici, pour améliorer sa position dans le monde. Je mets la gomme. Hein, donc c'est ça, sa position dans le monde. Hein. Ok, c'est une réponse courte, hein, très directe, hein, mais ça suffit. Hein. Si vous voulez, vous auriez pu rajouter plus de choses. Hein. Mais il y a aussi le facteur temps. Hein, vous n'avez pas forcément non plus le temps de répondre les 5 questions, enfin les 5 lignes, hein, et donc 3 lignes, c'est suffisant. Hein. Alors, par contre, ici, on voit tout de suite une grosse faute. Hein, c'est que la personne qui a rempli ça a dépassé les 5 lignes. Cette ligne-là, elle est considérée comme si elle n'existait pas. Donc, pour ça, vous allez avoir un 0. Et ici, comme votre phrase ne va pas bien se terminer, vous allez avoir un 0 sur cette phrase. Donc, ça ne sert à rien de mettre plus de choses, d'écrire beaucoup de choses, même si vous savez beaucoup de choses, et ça, j'en suis sûre. Hein. C'est éliminatoire. Donc, maintenez-vous. Hein, essayez de répondre sur 3 lignes. Hein, si vous débordez, vous arrivez à 4 lignes. Hein, et si vraiment vous débordez, vous arrivez à 5 lignes, mais jamais à ça. Hein, ça c'est 0. D'accord ? Vous perdez tous vos points. Hein, vous avez essayé de faire du zèle et ça ne marche pas du tout. Hein, donc ici,
On va effacer pour regarder quand même ce qui s'est passé. Hein? Ok. Donc, la question, c'était donner une définition complète ainsi qu'un exemple. Hein? Donc là, on demande deux choses. Une chose, définition. Deux choses, pardon. Hein? Un exemple que Ni appelle Smart Power. Hein? Donc, Smart Power, vous allez donner la définition et vous allez donner l'exemple par rapport au texte. Ça, vous allez le trouver dans le paragraphe 5. D'accord? Alors, le Smart Power, donc là on commence avec la définition, est l'ensemble de soft et de hard power selon Joseph Nye, qui utilise ces termes pour définir l'avenir de la puissance des États-Unis, pardon. Donc ça, c'est la définition. Là, on a répondu à la première question. Là, il y a deux questions dans la même question. Maintenant, on va donner un exemple. Hein? Le soft power correspond à la main-d'œuvre et le hard power soutient ce de... Excusez-moi. Ah oui. Ce dernier, hein, et soutient ce dernier. Là, il y a eu un problème au niveau de quand on a scanné le document. Hein. Soutient ce dernier. OK? Alors, les unités politiques sont un exemple du smart power. Donc là, vous avez l'exemple. Donc, vous allez rater cette deuxième partie de la question parce qu'en fait, vous avez donné trop de définitions. Donc là, déjà, vous pouvez éventuellement enlever selon Joseph Nye parce que bon, c'est plus ou moins évident. Hein, là, au lieu de mettre soft power à nouveau, vous mettez il. Hein, donc ici, il correspond à la main-d'œuvre, ou ils correspondent à la main-d'œuvre. Là, on va diminuer donc la réponse ici, hein, pour que cette ligne puisse monter et que vous arriviez à faire tout dans les 5 lignes qui ont été données. Hein. Donc, le Smart Power est l'ensemble de soft et de hard power, très bien, qui utilise ces termes pour définir l'avenir de la puissance des États-Unis. Là, éventuellement, vous pouvez mettre USA avec des points. Hein, c'est accepté pour la réponse. Hein. Ils correspondent à la main-d'œuvre. Éventuellement, ils correspondent à la main-d'œuvre, vous pouvez éventuellement l'enlever. Hein, parce que vous avez déjà assez donné de définition, hein, et comme vous devez aussi donner un exemple, hein, on va aller directement à l'exemple. Les unités politiques sont un exemple de smart power. Du smart power. Hein, ou du smart power ou de smart power. Hein, les deux sont acceptables. C'est du smart power spécifique ou de smart power en général. Hein. D'accord. Donc là, attention, hein, vous auriez eu une très mauvaise note sur la 16e question. Alors, les dernières questions, les 4 dernières questions. Question 17. Pour vous, l'organisation de grands événements sportifs relève-t-elle d'un acte de soft power prépondérant pour l'essor du pays? L'essor, vous savez ce que c'est, hein? L'essor, c'est crescimento. Hein?
Donc là, on a trouvé la réponse aussi dans le paragraphe 5. Hein? Alors, les Jeux olympiques sont un exemple de soft power, car elles projettent car elles projettent, en fait, c'est le soft power. Bon, on va continuer, après on fait les corrections. Car elles projettent une image et une réputation d'un pays. L'URSS a beaucoup utilisé le sport pour montrer son pays. Hein? Ok, donc là on a donné un exemple. On a répondu à la question. Hein, pour vous. Hein, donc là c'est moi qui réponds. Là, l'étudiant n'a pas spécialement dit je. Mais bon, il a donné son opinion quand même. Pour être plus évident que vous avez compris que c'est vous, vous pouvez dire vous pouvez commencer avec quelque chose avec je. Non, ou comme ça, éventuellement ici, vous pouvez rajouter je pense. Hein, donc là, vous commencez avec quelque chose de général. Les Jeux olympiques sont un exemple de soft power. Hein, là, en fait, on pense que c'est les Jeux olympiques qui projettent, mais en fait, c'est le soft power qui projette. Donc, dans ces cas-là, il faut écrire car ou le soft power qui projette une image et une réputation Moi, je mettrais une image et la réputation, parce que uma reputação non é a reputação do país. Hein. C'est une réputation définie. Hein. Donc, qui projette une image et la réputation d'un pays. Hein. Je pense que l'URSS a beaucoup utilisé le sport pour montrer son pays. Hein, donc là, vous donnez votre propre opinion, vous dites oui, effectivement, les événements sportifs sont des actes de soft power, et l'URSS, hein, la Russie, on a beaucoup utilisé effectivement le sport pour montrer, projeter son pays. Hein, d'accord ? Donc ça, on le trouvait aussi dans le paragraphe 5. D'accord ? Alors là, c'est intéressant, hein, il parle de Montesquieu, donc là, ça voudrait dire que vous avez un minimum de connaissances de Montesquieu. Hein. Vous savez que Montesquieu était un auteur de 1700 et quelques. Il a écrit les lettres persanes. Hein. Et donc c'était un livre sur la société, sur la politique et tout ça. Hein, donc ça, au moins, il faut que vous ayez une connaissance. Hein. Alors ici, comment comprenez-vous l'affirmation suivante ? Les usines de production des décisions occasionnent une forme de séparation des pouvoirs, bien différente de celle de Montesquieu. Hein, paragraphe 6. Bon, là, on vous donne tout de suite le paragraphe 6, donc c'est facile, vous retournez à votre texte. Je crois que le paragraphe 6 est ici. Bon, comme je n'arrive pas à ouvrir la page, hein, on va continuer. Alors, Montesquieu, dans ses écrits, parle de pouvoir absolu, différent des systèmes de production en usine, séparés par chaîne. Il y a donc plusieurs gérants de production.
Alors, donc comment comprenez-vous l'affirmation suivante? Les usines de production des décisions occasionnent une forme de séparation des pouvoirs bien différente de celle de Montesquieu dans le paragraphe 6. Alors, Montesquieu, dans ses écrits, parle de pouvoir absolu. Hein? Donc, c'est le pouvoir absolu qui est différent, hein, donc singulier, singulier, des systèmes de production en usine, hein, séparés par chaîne. Hein. Donc, d'un côté, vous avez le pouvoir absolu, et de l'autre côté, vous avez les systèmes de production en usine séparés par chaîne, hein, ou organisés par chaîne. Hein. Il y a donc plusieurs gérants de production et plusieurs gérants de production dans la production actuelle. Hein. Ok, donc maintenant on a terminé Montesquieu. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, il y a donc plusieurs gérants de production aujourd'hui, hein, pour bien montrer que ce n'est pas du temps de Montesquieu. Hein. Aujourd'hui. Hein. Contrairement au XVIIIe siècle. Contrairement au XVIIIe siècle. Hein. Le fait de mettre contrairement au XVIIIe siècle, d'une part, ça met le contexte d'aujourd'hui par rapport à autrefois, et ça montre bien que vous avez une connaissance de Montesquieu et que vous savez qu'il est du XVIIe siècle, d'accord? Si vous ne savez pas que c'est le XVIIIe siècle, hein, donc avant Louis XIV, avant la Révolution, vous pouvez mettre par rapport à l'époque, hein, de l'écrivain, d'accord? Question 19. Selon Thierry de Montbrial, quel pouvoir a-t-il fait son apparition au cours du XXIe siècle? Citez quelques exemples de son potentiel d'action. Donc là, il faudra donner des exemples, hein, et parler du pouvoir qui est survenu au XXIe siècle. D'accord? Donc, une réponse et des exemples. Il y a S à exemple, donc c'est minimum 2. Hein, ça ne peut pas être seulement un exemple. D'accord? Au XXIe siècle est apparu le cyberpouvoir de l'Internet. Point. Son pouvoir d'action dépasse les frontières et a géré le Wikileaks qui a révélé des secrets diplomatiques. Donc là, il n'y a qu'un seul exemple. Hein. Bon, à partir du scandale, disons, du Wikileaks, hein, vous pouvez... Le fait qu'il y ait eu plusieurs secrets, hein, peut donner plusieurs exemples qui étaient demandés ici. Hein. Là, au lieu de mettre des, vous pouvez mettre éventuellement plusieurs. Plusieurs ou même beaucoup. Hein. Donc plusieurs ou beaucoup, donc là vous avez vos plusieurs exemples, d'accord? Donc on va relire, hein, donc je vous rappelle, hein, donc imaginez toujours que vous avez un sablier, que vous devez prendre le temps de relire. Hein. Donc au XXIe siècle est apparu le cyberpouvoir dû à l'Internet. Hein. Vous avez bien vu qu'ici il y a un accent, parce que ce n'est pas dû l'article partitif, c'est du devido a. Hein. De l'Internet, son pouvoir d'action dépasse, troisième personne du singulier, très bien, les frontières, pas de faute d'accent, très bien, et a géré, deux accents,
le Wikileaks. Et à gérer le Wikileaks qui a révélé, il y a un accent ici, il y avait, mais on ne le voyait pas, révélé plusieurs secrets diplomatiques. Bon, là, on est gentil, on dit plusieurs secrets diplomatiques, on peut dire plusieurs secrets diplomatiques et leur scandale éventuellement. Et leur scandale. Ok, mais sinon vous pouvez le laisser comme ça, d'accord ? Alors, la dernière question. À la fin du texte, l'auteur avance l'idée suivante. Le ralentissement de la mondialisation et le retour partiel aux formes plus classiques de la puissance. Paragraphe 7, donc là on vous donne déjà le paragraphe. Expliquez ce que pourrait être un retour aux formes classiques de puissance. Expliquez, c'est vous qui devez expliquer, mais vous expliquez quelque chose du texte, vous ne donnez pas votre opinion. Donc ici, l'auteur mentionne des formes plus classiques de puissance, voulant dire que les États vont revenir à un système plus... Excusez-moi, j'arrive pas à lire. Un système plus avancé. C'est mal écrit. Avancé sur leur propre pays que globalisé. C'est pas très bien dit ça. Alors, l'auteur mentionne, très bien, l'auteur, des formes plus classiques de puissance. Voulant dire que les États, moi je préfère comme ça, je vais l'écrire ici, non, j'arrive pas. Ceux qui signifient, ce qui signifie ou ce qui veut dire, parce que voulant dire, c'est un peu bizarre dans ce cas-là, ce qui signifie que les États vont revenir à un système plus avancé sur leur propre pays, virgule, par rapport à une globalisation, vont revenir à un système plus avancé sur leur propre pays par rapport à la globalisation actuelle. Parce que là, que globaliser de quoi, on ne sait pas. Donc, par rapport à la globalisation actuelle. Ok, donc bon, vous savez qu'avec ce crayon, on ne peut pas faire des choses très fines. Mais bon, ça vous donne une idée des corrections éventuelles. Donc vous voyez que si vous répondez sur 3 ou 4 lignes, ou si vous misez, disons, sur 3 lignes, vous pouvez déborder à la 4e. Et si vous avez éventuellement des corrections à faire, vous avez encore l'espace physique de remplir la 5e ligne. Et vous n'avez pas plus de points si vous faites 5 lignes par rapport à 3 lignes. Donc 3 lignes, vous avez le 100% des points si votre réponse est bonne.
5 lignes aussi, 4 lignes aussi, mais 6 lignes, comme vous avez vu, vous perdez des points. Hein. Donc, admettons que vous êtes le jour de l'examen, hein, donc vous contrôlez votre temps par rapport à votre montre, hein, et à la fin d'avoir écrit tout ça, hein, là on l'a fait au fur et à mesure, c'était plus simple, hein, au lieu de revenir sur les questions, hein, imaginez que vous allez vous rappeler du sablier et que vous allez bien corriger. Hein, donc, qui est le sujet, qui est le verbe, est-ce que c'était féminin, est-ce que c'était pluriel, est-ce que j'ai bien écrit avec la bonne orthographe, hein, donc ou vous vous souvenez c'est OU, hein, on vient de le voir, et vous avez différentes façons d'écrire est, hein, et bon après la forme et tout ça, ça c'est sûr que c'est difficile à vérifier dans ce genre de réponse, mais hein, vous devez sentir, hein, quand vous relisez, en fait, vous devez lire à l'intérieur de votre tête, ça paraît idiot parce que vous ne pouvez pas lire à voix haute, bien sûr, hein, et on va reprendre. Hein, vous devez lire hein, pour voir est-ce que si quelqu'un m'entendait hein, ou si j'entendais quelqu'un dire ça, est-ce que c'est logique, est-ce qu'on comprend bien qui est le sujet, hein, est-ce que j'ai bien répondu à la question hein, et est-ce que la forme est bonne hein, donc la forme c'est un ensemble de vocabulaire, de prépositions, tout ça. Hein. Ok, mais maintenant vous êtes bien organisé, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Hein, donc maintenant on va juste terminer le cours avec donc page 139 de votre manoir d'Afunagi. Hein, on va voir quelles sont les fautes que vous pouvez éviter. Donc, je vais le lire avec vous. Hein. Alors, des erreurs fréquentes. Hein, donc, l'article défini indéfini, hein, de les n'existe pas, on a déjà vu dans le résumé de grammaire que je vous avais envoyé, et dans le manoir d'Afunagi aussi que vous avez. Donc, c'est D. Hein, de le non plus n'existe pas, c'est du. Hein, imaginez-vous que vous écriviez em o país, hein, ça n'existe pas, hein, em o país, hein, vous avez contracté et c'est devenu no país, d'accord. Aller non plus n'existe pas, aux États-Unis, au Brésil, hein, ou avec un X, hein, parce que imaginez-vous que le U a une allergie au S, donc du coup tous les U sont accompagnés de X. Hein. Après, le et la voyelle ou H muet, donc devant le H, vous faites L', hein, l'hôpital, l'organisation, l'origine, l'herbicide. Hein, et par contre, le handicap, hein, quand vous dites pas le handicap, vous dites le handicap, la hauteur, la hausse. Hein, mais par contre, on dit l'hôpital parce que c'est un hôpital. On n'est pas obligé de dire un hôpital. Hein, mais par contre, on dit un handicap, on s'arrête hein, parce que le H est aspiré. Hein, ces mots sont indiqués dans les dictionnaires par un astérix, hein, parce que le H est compliqué. Il y a eu une réforme grammaticale dans les années 70. En 65, 69, et donc il y a certains mots qui sont devenus H aspirés, d'autres non. Hein. Donc on va juste terminer. Hein, tout ça, vous pouvez le lire vous-même. Hein. Beau, ça devient belle. Nouveau, ça devient nouvelle. Vieux, ça devient vieille, hein, devant des H ou des voyelles. Hein. Jamais d'accent devant une double consonne, hein, ça je l'ai déjà dit. Hein, les pluriels. On va voir la page 138. Ah non, pardon, excusez-moi.
Bon, les A accentués, les A non accentués, ça on a déjà vu, hein, les prépositions, les verbes. Hein, cela, les quantités, hein, beaucoup de, un peu de. Hein. Bon, tout ça en fait, on l'a déjà vu, hein, mais donc relisez-le calmement chez vous. Hein, et surtout, moi, ce que je vous espère, c'est d'avoir beaucoup de succès, restez calme, hein, donc pensez à votre monde, pensez à la colline dont je vous ai parlé, hein, continuez à lire et surtout faites, hein, si vous n'avez pas encore fait beaucoup, des exercices. Là, dans les dernières pages du manoir d'Afunagi, vous avez les derniers examens des années dernières avec les réponses d'autres candidats et les corrections des professeurs. Hein. Donc ça vous donne vraiment une bonne base. Si vous les avez faits, vous pouvez les refaire parce qu'on ne se souvient pas de tout. Hein. Mais surtout, bonne chance et à une prochaine, j'espère. Au revoir.